L'oncle qu'on attendait s'appelait Palamède, d'un prénom qu'il avait hérité des princes de Sicile, ses ancêtres. Et plus tard, quand je retrouvais dans mes lectures historiques, appartenant à tel podestat ou tel prince de l'Église, ce prénom même, belle médaille de la Renaissance, d'aucuns disaient d'un véritable antique, toujours resté dans la famille, ayant glissé de descendant en descendant depuis le cabinet du Vatican jusqu'à l'oncle de mon ami, j'éprouvais le plaisir réservé à ceux qui ne pouvaient, faute d'argent, constituer un médaillé, une pinacothèque recherche des vieux noms, noms de localités, documents et pittoresques, comme une carte ancienne, une vue cavalière, une enseigne ou un coutumier, nom de baptême où résonnent et s'entendent dans des belles finales françaises, le défaut de langue, l'intonation d'une vulgarité ethnique, la prononciation vicieuse selon lesquelles nos ancêtres faisaient subir aux mots latins et saxons des mutilations durables, devenues plus tard les augustes législatrices des grammaires, et en somme, grâce à ces collections de sonorités anciennes, se donnent à eux-mêmes des concerts, à la façon de ceux qui acquièrent des viols de gambe, des viols d'amour pour jouer de la musique d'autrefois sur des instruments anciens. Saint-Loup me dit que même dans la société aristocratique la plus fermée, son oncle Palamède se distinguait encore comme particulièrement difficile d'accès, dédaigneux, entiché de sa noblesse, formant avec la femme de son frère et quelques autres personnes choisies ce qu'on appelait le cercle des phénix. Là même, il était si redouté par ses insolences qu'autrefois il était arrivé que des gens du monde qui désiraient le connaître et s'étaient adressés à son propre frère avaient essuyé un refus. Non, ne me demandez pas de vous présenter mon frère Palamède. Ma femme, nous tous, et nous nous y attellerions que nous ne pourrions pas. Ou bien vous risqueriez qu'il ne soit pas aimable, et je ne le voudrais pas. Au jockey, il avait avec quelques amis désigné 200 membres qu'il ne se lasserait jamais de présenter, qu'il ne se laisserait jamais présenter. Et chez le comte de Paris, il était connu sous le sobriquet de Le Prince, à cause de son élégance et de sa fierté. Saint-Loup me parla de la jeunesse depuis longtemps passée de son oncle. Il amenait tous les jours des femmes dans une garçonnière qu'il avait en commun avec 2 de ses amis, beaux comme lui, ce qui faisait qu'on les appelait les Trois Grâces. Un jour, un des hommes qui est aujourd'hui les plus en vue dans le faubourg Saint-Germain, comme eût dit Balzac, mais qui dans une première période assez fâcheuse montrait des goûts bizarres, avait demandé à mon oncle de venir dans cette garçonnière. Mais à peine arrivé, ce ne fut pas aux femmes, mais à mon oncle Palamède qu'il se mit à faire une déclaration. Mon oncle fit semblant de ne pas comprendre, emmena sous un prétexte ses 2 amis. Ils revinrent, prirent le coupable, le déshabillèrent, le frappèrent jusqu'au sang et par un froid de 10 degrés au-dessous de zéro, le jetèrent à coups de pied dehors où il fut retrouvé à demi-mort, si bien que la justice fit une enquête à laquelle le malheureux eut toutes les peines du monde à la faire renoncer. Alors il y a une petite note. Les brouillons de Sodome et Gomorrhe permettent d'identifier ce malheureux comme étant Vagoubert. Mon oncle ne se livrait plus aujourd'hui à une exécution aussi cruelle et tu n'imagines pas le nombre d'hommes du peuple, lui si hautain, avec les gens du monde qu'il prend en affection, qu'il protège, quitte à être payé d'ingratitude. Ce sera un domestique qui l'aura servi dans un hôtel et qu'il placera à Paris, ou un paysan à qui il fera apprendre le métier. C'est même le côté assez gentil qu'il y a chez lui par contraste avec le côté mondain. Saint-Loup appartenait en effet à ce genre de jeunes gens du monde situés à une altitude où on a pu faire pousser ses expressions, ce qu'il y a même d'assez gentil chez lui, son côté assez gentil. Semence assez précieuse, produisant très vite une manière de concevoir les choses dans laquelle on se compte pour rien et le peuple pour tout. En somme, tout le contraire de l'orgueil plébéien. Il paraît qu'on ne peut se figurer comme il donnait le ton, comme il faisait la loi à toute la société dans sa jeunesse. Pour lui, en toutes circonstances, il faisait ce qui lui paraissait le plus agréable, le plus commode, mais aussitôt c'était imité par les snobs. S'il y avait eu soif au théâtre, s'il s'était fait apporter à boire dans le fond de la loge, les petits salons qu'il y avait derrière, chacune se remplissait la semaine suivante d'un rafraîchissement.
Un été très pluvieux où il avait un peu de rhumatisme, il s'était commandé un par-dessus d'une vigne, il s'était pas- il s'était commandé un par-dessus d'une vigogne souple mais chaude qui ne sert guère que pour faire des couvertures de voyage et dont il avait respecté les raies bleues et oranges. Les grands tailleurs se virent commander aussitôt pour leurs clients des par-dessus bleus et fangés à longs poils. Et là, il y a une petite note. D'après Marcel Plantevigne, Proust s'était lui-même commandé un manteau de vigogne pareil à celui qu'il avait vu sur le comte de Montesquieu. Si pour une raison quelconque il désirait ôter tout caractère de solennité à un dîner dans un château où il passait une journée, et pour marquer cette nuance, n'avait pas apporté d'habit, ou s'était mis à table avec le veston de l'après-midi, la mode devenait le dîner à la campagne en veston. Que pour manger un gâteau, il se servit au lieu de sa cuillère, d'une fourchette ou d'un couvert de son invention commandé par lui à un orfèvre, ou de ses doigts, il n'était plus permis de faire autrement. Il avait eu envie de réentendre certains quatuors de Beethoven, car avec toutes ses idées saugrenues, il est loin d'être bête et fort doué, et avait fait venir des artistes pour les jouer chaque semaine, pour lui et quelques amis. Là, il y a une note. Vers la fin de la guerre, Proust demanda au quatuor Poulet de venir jouer chez lui. La grande élégance fut cette année-là de donner des réunions peu nombreuses où on entendait de la musique de chambre. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'est pas ennuyé dans la vie. Beau comme il a été, il a dû en avoir des femmes. Je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs exactement lesquelles parce qu'il est très discret. Mais je sais qu'il a bien trompé ma pauvre tante, ce qui ne l'empêche pas qu'il était délicieux avec elle, qu'elle l'adorait et qu'il l'a pleuré pendant des années. Quand il est à Paris, il va encore au cimetière presque chaque jour. Je dois faire quelque chose.